Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle émission sur le ring. Le principe est simple, une thématique, deux invités qui vont débattre, qui vont échanger de manière courtoise mais sans concession. Et pour cette grande première, il fallait que j'invite deux personnalités au caractère bien trempé. La première personnalité que j'accueille aujourd'hui a connu la vente directe dans les années 80. Elle est passée par une société qui s'appelle Oriflamme et depuis, la vente directe s'est avérée une véritable passion pour elle. Elle a créé depuis une société de consulting en vente directe qui se nomme SGFI. J'accueille à ma gauche Michal Bielikov. La seconde personne est également extrêmement connue en vente directe. Elle a occupé de hautes fonctions dans une société qui s'appelle Forever Living Products France. Elle a également créé sa société de consulting en vente directe. Je veux bien sûr parler de Guylain Demont de DA Partners. Messieurs, bonjour, bienvenue sur le ring. Alors, pas trop stressé de vous retrouver quand même sur le ring aujourd'hui ? Personnellement, toujours. 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 Mais aujourd'hui, ça va bien parce qu'on est dans un cadre familial, avec des gens qu'on aime. Je vous rappelle les grands principes en quelques lignes. Un duel en 4 rounds pendant lequel tous les coups sont permis, ou presque. Moi, pour ma part, je m'efface. Je vais revenir tout à l'heure. Il me reste à vous donner la thématique du jour, le statut du vendeur, le choix du statut du vendeur en vente directe. Je vous laisse. Je vous souhaite un bon match et surtout que le meilleur gagne. Premier round, le choix du statut du vendeur est une question incontournable pour toutes les entreprises qui se lancent en vente directe. Le secteur a cependant un statut dédié, le VDI ou vendeur à domicile indépendant. Mais là encore, messieurs, vous le savez, il en existe plusieurs. Acheteurs-revendeurs, mandataires et j'en passe. Michal Bielikov, votre préférence pour le statut de VDI mandataire et de notoriété publique. Expliquez-nous pourquoi. Oui, je suis donc dans la vente directe depuis maintenant pas mal d'années et j'ai connu divers statuts ou l'absence même totale de statut. Et lorsque le statut de VDI est arrivé en 93, on a accueilli ça comme une bénédiction puisqu'on était avant sous le risque permanent de l'administration. Bon, d'une façon générale, lorsque je conseille mes clients, j'étudie par rapport à leur type de produit, par rapport à leur méthode de vente, j'étudie quel statut est le meilleur. Et je ne dis pas a priori que le statut de mandataire est le meilleur. Simplement, dans le cas classique d'un réseau de vente, c'est-à-dire qui vend par réunion ou qui vend effectivement, le mandataire me semble beaucoup plus approprié. Dans un réseau, je dirais, multiniveau, mais orienté autoconsommation, je pense que l'acheteur-revendeur a sa place. Oui, alors, juste une question, parce que dire, ok, mandataire, tu dis, ça te paraît effectivement être conseillé. Moi, je voudrais quelque part un peu savoir le pourquoi. Parce que, en fait, il y a quand même des éléments qui sont, qu'on ne peut pas cacher. Je veux dire, aujourd'hui, tu sais très bien comme moi que dans un statut d'acheteur-revendeur, il y a le fameux article 293B du CGI qui fait qu'il y a quand même, pour le vendeur à domicile, acheteur-revendeur, un gain, on va dire, pour des produits à 19,6 de quasiment 20% de commission à charge égale pour l'entreprise. On est bien d'accord que ça, on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas le cacher, il faut le dire. Dans le choix... Oui, la commission, ça dépend de l'entreprise. Oui, la commission. Non, mais je parle moins sur la vente. Non, mais on parle sur la vente. Non, mais si elle la met, je parle à charge égale pour l'entreprise. Un VDI acheteur-revendeur va gagner en gros 19,6 de plus qu'un VDI mandataire. Contrario, il y aura un peu plus de charges sociales, on est d'accord. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en compte, puisque aujourd'hui, tu sais comme moi que les grosses armadas anglo-saxonnes qui sont en France ont presque tous des statuts acheteurs-revendeurs. Oui, mais il faut leur apprendre des bonnes manières. Je suis oui, mais navré. leur apprendre. Une société. Oui, bon, je prends l'exemple d'une société qui s'appelle Party-Like, qui est bien connue. Ils ont changé leur statut d'acheteur-revendeur à mandataire. C'est vrai. Et ils l'ont pas fait de gaieté de cœur. Ils l'ont fait parce que le mandataire a des avantages considérables. Je suis d'accord. Moi, aujourd'hui, je conseille par exemple une entreprise qui démarre, qui va faire de la cosmétique, parce que c'est des entreprises qu'on connaît bien tous les deux. Aujourd'hui, face à une grosse structure qui a déjà des moyens financiers, elle va, à coût égal pour l'entreprise, si elle prend un mandataire, donc commissionner ses VDI de 20% de moins. C'est quand même important. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand même, aujourd'hui, qu'il ne faut pas oublier, c'est le statut par lui-même. Le mandataire, il ne faut pas oublier que c'est la société qui facture le client final. Aujourd'hui, concrètement, il faut regarder les choses. Est-ce que toutes les entreprises qui ont des mandataires
Est-ce que les bons de commande remontent tous à l'entreprise? Est-ce que dans la comptabilité des entreprises qui font des mandataires, je trouve le client final ou je trouve, comme beaucoup, le VDI mandataire comme étant un client? Là, je pense que ça dépend des sociétés. Dans les sociétés que je conseille, les bons de commande remontent systématiquement à la société. Même si la commande est prise par Internet, on exige que les bons de commande clients remontent. C'est la loi, et là, il faut la respecter. Ce que je veux dire au niveau, je dirais, de mes réticences par rapport à l'acheteur-revendeur, c'est qu'en fait, c'est une sorte de choix opportuniste. Dans la mesure où la société va regarder et constater qu'elle va économiser la TVA puisqu'elle la paye sur le prix gros et non pas sur le prix public. Elle va échapper au statut d'agent commercial qui fait peur à tout le monde. Donc c'est une démarche opportuniste de dire « je choisis l'acheteur-revendeur ». Deuxième round. Vous le savez, le 1er janvier 2009, le statut de l'auto-entrepreneur a fait son apparition. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour le secteur de la vente directe ? Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? C'est déjà une bonne chose dans le monde général de l'entreprise. Ça, je pense qu'il faut déjà le noter. Dans la vente directe, maintenant, la question se pose quand même. Est-ce qu'un VDI, qui aujourd'hui a l'avantage de ne pas avoir de démarche à faire, je veux dire, l'entreprise fait tout pour lui, est-ce qu'il va être prêt à le faire, même si elle est simplifiée avec Internet, avec tout ce qu'on veut, les déclarations d'être entreprise? Effectivement. Gros avantage, par contre, c'est qu'effectivement, ça enlève les limites de VDI, qui sont la vente aux entreprises, qui sont l'utilisation de la vente par Internet, etc., qui sont aujourd'hui des activités, je dirais, interdites aux VDI. Ça, c'est le gros avantage. C'est clair, par contre, que de l'autre côté, le VDI, c'est l'entreprise qui paye les cotisations, c'est l'entreprise qui les calcule. C'est à peser. Aujourd'hui, je suis pas sûr que tout le monde soit prêt à le faire. Bon, je suis désolé d'être d'accord avec toi, mais c'est effectivement des points importants. Voilà. Dans un réseau, j'ai un exemple tout à fait récent. J'ai un monsieur qui est venu me voir, qui travaille dans le monde agricole. Ce monde agricole, on vend à des professionnels, à des agriculteurs. Il voulait lancer un réseau de vente directe avec un plan MLM. Eh bien, on a choisi le statut d'auto-entrepreneur, puisque le statut de VDI était fermé, et ça a été une excellente opportunité. D'autres réseaux vont être polyvalents, vente aux professionnels, vente aux particuliers. On évite cet écueil. Par contre, il faut considérer deux choses dans l'auto-entrepreneur importantes, le plus et le moins. Le plus de l'auto-entrepreneur, c'est sur le plan fiscal. Sa situation fiscale est meilleure que celle du VDI, à travers les prélèvements, ce qu'on appelle libératoires mensuels ou trimestriels. Par contre, le grand point négatif, c'est le taux de cotisation sociale, qui n'a rien à voir, puisque l'entreprise, dans le VDI, paye une partie des cotisations, alors que l'auto-entrepreneur paye la totalité des cotisations. Donc la différence peut être importante, de l'ordre de 15% pour le VDI, et maximum est de l'ordre de 40 à 60% Donc, finalement, pour l'auto-entrepreneur. Ce statut n'est pas du tout adapté au monde de la vente directe. Alors. Si, il peut l'être dans la, il peut l'être dans la mesure où ce sera un statut de transition. Oui. Alors, sachant quand même, encore une fois, que c'est vrai qu'il a le droit de faire de la vente aux professionnels en matière de droit. Ceci dit, l'auto-entrepreneur, il est aussi article 293B du CGI. Ça veut dire que, dans le monde agricole en l'occurrence, il ne pourra pas récupérer la TVA derrière puisqu'il n'y en a pas. C'est à noter. Deuxième chose quand même, moi j'ai fait un calcul, parce que c'est vrai que tous mes clients m'ont appelé le 1er janvier, l'entrepreneur, c'est notre solution, ça y est. Et quand on regarde, en imaginant même que l'entreprise, qui du fait ne paiera plus de cotisation sociale, reverse à l'auto-entrepreneur ce qu'elle payait en charge patronale, on est quand même effectivement encore en dessous. Donc c'est aujourd'hui pour moi pas intéressant en vente directe. Je pense que ça peut l'être. Par contre, je pense que ça peut l'être lorsqu'on regarde les seuils. Voilà. Le seuil du VDI de l'ordre de 14 000 € environ, 17 000 € sur 3 années consécutives, c'est vite atteint. Oui. Par contre, le seuil de l'auto-entrepreneur qui est de 80 000 € pour les ventes et 32 000 € pour les prestations, lui, permettrait aux vendeurs d'avoir une étape intermédiaire avant de s'inscrire comme agent commercial ou comme commerçant. Tout à fait. Sachant encore une fois qu'il faut bien préciser qu'effectivement, quand on parle de 17 000 €, on parle effectivement de gains. Quand on parle de 80 000, on parle de chiffre d'affaires.
D'accord. On est d'accord, hein, sur le principe. Mais c'est vrai que ça peut être transitoire. Attention, mais on parle de chiffre d'affaires à partir du moment où tu reparles de tes acheteurs revendeurs. Oui, non, mais d'accord. Parce que dans les mandataires, c'est pas 80 000. Contre 32 000. C'est 32 000, c'est pas 80 000. D'accord. D'accord, on est bien d'accord. Donc pour si on parle de 80 000, c'est du chiffre d'affaires. Si on parle de 32 000, et en fait, c'est ces 32 000 qu'on va mettre à côté des 17. Pour les mandataires, voilà. Je dirais que ça permet une évolution et une transition avant d'être véritable indépendant. Sans oublier quand même qu'il faut prendre en compte, et ça c'est beaucoup plus difficile pour l'entreprise, le fameux prélèvement libératoire, puisqu'à partir d'un certain coefficient fiscal du foyer, le prélèvement libératoire se fait plus. Oui, il faut savoir, et je pense que là tu as raison, et moi-même j'ai eu des exemples précis, c'est que le statut d'auto-entrepreneur qui est annoncé par Hervé Novelli comme étant ouvert à tout le monde n'est pas ouvert à tout le monde. Le statut social, en partie oui, le statut fiscal, ça dépend des revenus de l'avant-dernière année. Tout à fait. Par contre, le statut en général de l'auto-entrepreneur peut être aussi fermé à ceux qui étaient indépendants précédemment, peut être fermé aux agents commerciaux, peut être fermé à pas mal de gens. Alors lorsqu'on dit il est ouvert à tous, c'est faux. Et, pour info, moi j'ai eu effectivement un contact indirect d'une société qui voulait monter une vente directe, mais avec la simplification extrême, en disant je veux pas de VDI, je veux pas m'amuser à calculer les charges, etc., je veux pas payer de charges, et je vais faire que de l'auto-entrepreneur. En fait, elle n'a jamais démarré. Parce que c'est, hormis un cas particulier, comme tu as pu voir, mais dans un cas général avec des produits classiques, c'est vrai que la démarche est quand même plus simple de dire je signe un contrat de VDI sur lequel j'ai rien à faire que sur un contrat d'auto-entrepreneur. Il faudra quand même que je paye mes charges, il faudra que je fasse mes déclarations. Et puis ce côté de dire d'inscription, même si de l'autre côté on a un P0I, là on a quand même, je dirais, une inscription beaucoup plus professionnelle. Enfin, dans la démarche. Sur Internet, ça prend 5 minutes. Oui, non, mais ça prend 5 minutes. Par contre, ça peut être refusé. Troisième round. Il existe une multitude de statuts. VDI, qu'il soit acheteur-revendeur, mandataire ou courtier, commerçant, VRP exclusif ou multicarte, auto-entrepreneur, etc. Finalement, ne serait-ce pas plus simple pour toute la profession de créer un statut unique pour la vente directe ? Je pense qu'on va y arriver parce que le statut d'acheteur-revendeur, je reviens là-dessus, présente tellement de risques sur le plan fiscal, de redressement par rapport à l'assiette de TVA, qu'on va arriver, et la Fédération de la vente directe d'ailleurs est très favorable, à un statut de mandataire universel pour le VDI. Je crois que ce serait un bien pour tout le monde, dans la mesure où le réseau est mieux contrôlé, dans la mesure où la protection des consommateurs est mieux assurée, puisque le VDI remet un bon de commande et le double va à la société. Pour multiples raisons, je serais d'avis d'uniformiser un statut de VDI mandataire. Alors là, je reconnais Michel qui en profite pour se remplacer sur le mandataire. Très bien. Juste pour répondre à ça, tout simplement, tu l'as dit toi-même, aujourd'hui, un mandataire dépend du statut d'agent co. Que tu sais comme moi que dans les agents co, tu as l'article 12, tu as l'article 1999, 2000, qui sont aujourd'hui des articles graves, qui disent effectivement que l'entreprise doit assumer les responsabilités, doit payer éventuellement les frais, etc. Tu les connais tous, indemnité de clientèle. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est quand même dangereux. Donc, je persiste encore une fois. Et puis, l'histoire de la TVA, c'est pas vrai, puisqu'en fait, l'article 293B, il faut pas rêver, il n'a pas été créé pour les VDI, puisqu'il a été créé, je crois, au journal officiel du 30 décembre 90, soit 3 ans avant la création du VDI. Donc, le truc du VDI, j'y crois pas. Maintenant, revenir à un seul et unique contrat, non, enfin, je pense qu'il en faudra 2 ou 3 quand même. Déjà, l'auto-entrepreneur, parce que lui, il est ouvert de toute façon. Il est ouvert. Après, on a 3. On parle mais toujours 2 ou 3, n'est-ce pas déjà trop compliqué à gérer ? Oh non, aujourd'hui non. Sachant qu'une entreprise ne peut pas aujourd'hui avoir en même temps des mandataires et des acheteurs-revendeurs qui vont faire la même chose. Mais non, c'est pas très compliqué, c'est un choix. Moi, je pense que c'est bien de donner à une entreprise un choix. En disant, voilà, il y a telle et telle chose, vous allez, etc. Ça donne le choix, c'est très bien, ça permet à chaque entreprise d'avoir sa propre politique, de se démarquer de son voisin. Pourquoi pas? Oui, mais enfin, il faut voir quand même que les entreprises, dans leur majorité des entreprises françaises, ont choisi le statut de mandataire. Oui, le statut d'acheteur-revendeur est une pure importation du statut anglo-saxon, et donc les Américains anglais, n'aimant pas se casser la tête, exportent le même statut. Oui, non, mais ils exportent. Il est dans la loi.
Oui, il est dans la loi. Attends, il est dans la loi. À partir du moment où il est dans la loi. Alors, en plus, alors remise en cause éventuellement de la marge bénéficiaire, mal déclarée par le VDI. Remise en cause, j'insiste, de l'assiette de la TVA. Non, parce qu'on va considérer que le VDI acheteur-revendeur travaille comme un mandataire, etc. Pas du tout, c'est les mandataires qui travaillent comme des par exemple acheteurs-revendeurs. qu'en Belgique, on a résolu une partie des problèmes. Oui. Il y a l'acheteur-revendeur, il y a le mandataire. Oui. L'acheteur-revendeur, la TVA est payée sur le prix détail. Oui, mais attends, aujourd'hui... L'Angleterre, c'est la même chose. Attends, moi, je regarde quand même. Il y a quand même des trucs qui me choquent un petit peu. J'ai vu des contrats de mandataires sur lesquels la personne qui a fait les contrats, mais par opposition à la loi en quelque sorte, je ne vais pas respecter tel et tel article. Aujourd'hui, on n'a pas le droit. Aujourd'hui, un texte de loi, on n'a pas le droit de s'asseoir dessus. Absolument. Bon, alors, à partir du moment où on n'a pas résolu ce problème-là, est-ce que les entreprises aujourd'hui, tu sais que l'article 1999 du Code civil dit que même l'entreprise devrait quasiment payer les frais du VDI même si la vente n'aboutit pas. Ça, c'est l'article du... Alors, je suis désolé, c'est quand même vachement dangereux. Il existe ce texte, je ne l'ai pas inventé, il existe. Non, donc mais c'est un peu dangereux. Je reconnais qu'il peut y avoir des risques Moi, je dans le voudrais mandataire. revenir. Et il faut gérer correctement un réseau de mandataires. D'accord. Le risque principal pour moi sur un mandataire, c'est éventuellement la requalification de son contrat en salarié. Parce que c'est assez proche et il faut garder au mandataire son indépendance. Il y a un deuxième cas que je relance depuis des années, sur lequel j'ai dit faites très attention, qui est un client que j'ai repris, donc sur lequel je n'ai pas fait la mise en place, et par simplification, plusieurs personnes lui ont dit c'est pas grave, en fait, tu fais une facture globale à ton VDI qui va reprendre les différents bons de commande. Et il met ça dans sa compta. Moi, j'ai dit, le jour où il y aura un contrôleur fiscal qui va s'accrocher à ça, ça va faire bing. Il y a un contrôleur fiscal qui est venu, il a tombé que je l'ai rencontré parce que j'allais faire une formation, il a dit, mais c'est quoi ça? Et aujourd'hui, on est en contrôle fiscal, le client n'est pas très clair quand même. Donc, j'ai un autre qui est l'acheteur-vendeur, j'ai pas de souci. Non, mais on est obligé. Le mandataire est un peu plus lourd à gérer. Voilà. Par contre, on tient son réseau. Oui, on est sûr que son réseau va diffuser son image, va respecter l'image acheteur-revendeur, la va la faire. réglementation Le discours sur le terrain, que ce soit un acheteur-revendeur, mandataire ou un acheteur-revendeur, c'est pareil. Écoute, acheteur-revendeur, je suis allé dans les sociétés où il y avait des acheteurs-revendeurs. Les bons de commande, ils sont toujours dans les placards de la société. Personne ne s'en sert. Ah non, mais attends, ça c'est autre chose. Mais attends, c'est la société de le faire. Moi, je vais te donner au nombre de sociétés où il y a des mandataires où les bons de commande ne remontent pas. Tu es bien d'accord avec moi? Oui, mais le mandataire, c'est une obligation. Oui, mais elle ne le fait pas. Non, mais moi, voilà. Est-ce que les entreprises le font? Je veux dire, quelqu'un qui dit moi je prends du mandataire, il faut qu'il aille jusqu'au bout du raisonnement. Vous avez posé une autre question, les autres statuts. Oui. Bon, si on revient, moi je pense qu'il faut avoir plusieurs statuts. Bref, il faut donner à chacun la possibilité, à chaque entreprise de se différencier, etc. C'est comme à un moment donné, on disait, les distributeurs, on va les formater, ils vont tous avoir le même discours, etc. Non, il faut utiliser chaque force différemment. Même le VRP? Le VRP, c'est encore autre chose. Il n'y en a plus beaucoup en vente directe. Le VRP, il n'y en a plus beaucoup en vente directe. Non, mais il y a des réseaux qui s'appuient là-dessus pour recruter, justement, avoir un argument supplémentaire. supplémentaire. J'engage des salariés. Mais c'est un faux discours, on est d'accord. Bon, il faut, encore une fois, c'est un principe d'honnêteté. Dire à quelqu'un, tu es salarié, mais on oublie de lui dire qu'à côté, il est salarié, mais il ne touchera quand même que des coms sur ce qu'ils vend. Dire à quelqu'un, je vous donne des congés payés, alors qu'en fait, c'est tout simplement 10%. Et qu'avec des mandataires ou des acheteurs-revendeurs, je donne 10% moins de com ou de marge, je les donne à la fin d'année, ça fait des congés. Oui, mais le salarié peut être un argument de recrutement, parce que les gens aiment un cadre salarié, aiment être attachés. Mais en fait, attends, le seul problème, c'est que les gens pensent que salarié, c'est salaire fixe. Et ça, on ne le dit pas. Dans le discours, si on dit, chez moi, vous allez être salarié. Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Salarié, oui. Le seul avantage, en fait, aujourd'hui d'un salarié, c'est qu'il est inscrit, éventuellement, qu'il paye des cotisations sociales, chômage. Bon. Moi, des VDI au chômage, j'en connais pas. Un bon VDI, aujourd'hui, n'est pas au chômage. Tiens, j'oubliais un avantage de l'auto-entrepreneur par rapport au VDI. C'est qu'il perçoit immédiatement, dès qu'il est inscrit, ses prestations sociales. Voilà. Alors que le VDI doit avoir 120 heures minimum dans le trimestre. Là, il a effectivement son inscription immédiate au RSI ou autre chose, etc. Donc ça, il y a quand même des avantages. Il y a quand même non, mais il y a des avantages. Et puis il y a un avantage pour la société avec l'auto-entrepreneur, c'est qu'elle ne paye pas de cotisation. Oui, non, mais dans ce cas-là, c'est vrai que ce qu'elle ne paye pas, il ne faut pas arriver, il faut qu'elle lui refaire autrement, parce que sinon... Nous allons entamer le 4e et dernier round pour vous départager. Le statut unique n'existant pas pour l'instant, est-il possible, voire conseillé pour une société de vente directe, de choisir rapidement un statut en se disant de toute façon qu'elle pourra toujours en changer au cours de son évolution?
À mon sens, ce serait une erreur. Ce serait une erreur fondamentale. Vous recrutez, vous démarrez un réseau avec une certaine organisation, avec un certain statut, il ne faut pas en changer. Non, mais entièrement d'accord. C'est comme si on change le plan de com aussi. C'est la même voilà. chose. Alors, déjà, on s'aperçoit que sur les jeunes entreprises, les plans de com, ils changent souvent, ce qui est déjà une erreur fondamentale. Ça veut dire que souvent, les plans de rémunération, c'est des copier-coller à droite, à gauche, etc. Mais sur un statut, si je viens à changer mon statut, ça veut dire que moi, en tant que chef d'entreprise, au départ, j'ai pas pensé ce que j'ai fait, j'ai pas analysé, j'ai fait ça parce qu'on m'a dit de faire comme ça. Moi, quand oui, absolument. J'ai été conseillé pour aller vers les acheteurs-revendeurs. Là, je pense qu'on peut changer parce qu'on s'est trompé. Non, mais on peut le faire. Attends, moi j'ai eu quelqu'un hier. Acheteurs-revendeurs en mandataire, c'est parfait. Moi, j'ai eu quelqu'un hier au téléphone. C'est très récent, une jeune entreprise, elle a 2 ans, etc. Je lui dis tiens, vous avez quoi, un mandataire? Et juste comme ça, par curiosité, je lui dis mais pourquoi vous avez choisi mandataire? Il m'a sorti un truc fabuleux. Il m'a dit je ne veux pas que mes distributeurs fassent du stock. Où est-ce qu'on dit qu'un acheteur-revendeur doit faire du stock? Ça n'existe pas. Et ça, c'est une rumeur qui court depuis 2 ans, qui s'amplifie de plus en plus. Je ne sais pas d'où à l'origine, je m'en fous, je ne veux pas savoir. Mais il faut arrêter de dire, entre parenthèses, des conneries. Non, aujourd'hui, il faut que l'entreprise le pense. L'entreprise, c'est l'image de son dirigeant. Le dirigeant, si le consultant a bien fait son boulot, s'il lui a bien expliqué le mandataire, l'acheteur-revendeur, voire le courtier, on n'en parle pas, il y a aussi un courtier. S'il a bien expliqué les avantages, inconvénients fiscaux, sociaux, etc., c'est toujours le chef d'entreprise qui décide. Et après, il le fait à son âme et conscience, c'est lui derrière qui va l'assumer. Oui, mais c'est quand même là le rôle du conseiller, de toi, de moi, je veux dire, de leur donner une bonne explication. La plupart ne connaissent rien à rien au départ. On donne l'explication, je suis d'accord, mais on ne décide pas. On donne l'explication, on ne décide pas. Je ne décide jamais. D'accord. J'ai un tableau, voilà. les pour, les moins. Il y a les pour, il y a les contre, c'est lui qui décide, suivant ses critères. On n'a pas forcément les critères. Moi, mais bon, il faut un petit peu l'orienter parce que il va voir son gain immédiat. Je paye moins de TVA, je n'aurai pas d'agents commerciaux. Non, alors, 2 choses. Donc, non, je paye moins de TVA, c'est pas vrai, parce que la TVA, tu sais que moi, de toute façon, c'était quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est à l'État, donc que j'en paye moins ou pas, de toute façon, c'est pas un argument. Là, je refute ça. L'histoire, effectivement, j'ai pas de risque. Il faut savoir, moi j'ai fait quand même, parce qu'à un moment donné, j'ai tellement été critiqué sur ma position entre parenthèses, que l'année dernière, j'ai investi beaucoup d'argent, enfin une certaine somme, pour aller voir un cabinet d'avocats qui est tout à fait hors profession, gros cabinet d'avocats de la place de Paris. Je lui ai dit, ben voilà, faites-moi une étude, mandataire, acheteur, revendeur, pas sur le code de la conso, ça à la rigueur il existe, mais aujourd'hui une entreprise c'est aussi le fiscal, le social, etc. Et il m'a effectivement fait un rapport de 2 ou 3 pages et il met effectivement le point là-dessus, sur l'histoire effectivement que dès que le mandataire conclut la vente, c'est un agent coût. Dès qu'il conclut la vente, c'est un agent coût. Oui, mais qui n'est pas obligé de s'inscrire, puisque c'est dit dans les textes. Oui, donc, c'est un il agent reste co. un VDI. Non, mais c'est un agent il va co. travailler comme un agent co sans en avoir des inconvénients. En cas de litige, c'est un agent co, c'est-à-dire qu'il y a effectivement indemnité de départ s'il y a départ. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce que je te disais tout à l'heure, l'article 1999. Ça, je n'ai jamais vu les indemnités de départ avec les VDI parce mandataires. que, oui, mais la première fois que j'entends parler de ça. Non, mais attends, quand je vois, je te dis, des contrats faits par des avocats de la profession sur lesquels il dit, par dérogation à l'article 1999 et 2000. Non, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est évident. Bon, mais donc, par contre, peux-tu me dire pourquoi si un avocat le met, ça veut dire qu'il sait qu'il existe. On est bien d'accord. Pourquoi la Fédération, par exemple, de la vente directe, préconise ces mandataires? J'en sais rien. Alors, je vais être très honnête, je n'ai jamais eu une explication. Parce que la réglementation sur la protection du consommateur sera mieux mais respectée. Là, tu parles du code de la conso. Moi, je ne peux pas m'arrêter au code de la conso. Moi, mon client, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'une entreprise de vente directe, c'est avant tout une entreprise. Et que sur ce sujet de l'entreprise, elle est tenue de respecter une législation fiscale, sociale, etc. D'accord, mais le vendeur peut faire n'importe quoi. Non, ça ne veut pas dire... Non, mais rien n'empêchait pas parce que... Mais il y a ça. Il y a quand les même, dérives, c'est dans les réseaux d'acheteurs-revendeurs. Non, pas plus que ça. Mais je vais te donner un exemple. Un jour, on faisait un coup de pouce. Chez Vente Direct Magazine, et tu sais comment ça fonctionne. Vente Direct Magazine, tu connais. Et tu sais comment ça fonctionne, il y avait 2 experts, etc. Et j'avais en face de moi, notre expert, une jeune juriste, toute jeune, dynamique, etc. Et qui, à un moment, m'a dit, sur lequel on n'était pas d'accord, et à un moment, me dit un truc. Elle me dit, mais oui, mais si on va au tribunal, on a des chances de gagner.
est-ce que moi, en tant que conseil, je peux dire ça à un client? Moi, c'est précaution, c'est le risque, c'est la précaution. C'est dire, non, on va pas au tribunal. Que c'est le tribunal, quand il va, t'en as pour 2 ou 3 ans, que tu fragilises ton réseau, etc. Aujourd'hui, notre truc, c'est de dire, on ne prend pas de risque aujourd'hui. Moi, je prends moins de risques. Alors, il y a ce fameux code de la conso. Si je comprends ce que tu dis, finalement, tous tes clients, tu leur conseilles le statut d'acheteur-revendeur pour le réseau. Moi, aujourd'hui, attends, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui font des petits produits. Si demain, j'ai effectivement des clients sur lesquels ils font des adoucisseurs, sur lesquels, ou autres, hein, des adoucisseurs comme ça, sur lesquels j'ai besoin d'avoir le produit final, j'ai besoin de suivre le client, etc. Oui, pourquoi pas. Mais attention, sous réserve encore, et bien dire au client, attention, voilà le risque, voilà ceci, voilà cela. Vous le prenez pas. D'accord? Mais il faut faire attention parce que on a trop tendance à tout vouloir mélanger. Comme disait tout à l'heure sur la TVA, c'est 293, il n'a pas été fait pour le vendeur à domicile, il est de 90. Vendeur à domicile 93. Le Code civil, les articles dont je te dis, ils datent de 1804. Ils ne sont pas d'hier. Donc on n'a rien inventé, on n'a pas fait ça. Par contre, ça existe, on est tenu de le dire à nos clients. Ce que je voudrais dire simplement... Merci messieurs pour ce duel Je ne pourrais passionnant. pas le faire. Nous sommes arrivés à la fin de notre combat. Malheureusement, vous voyez, le temps passe vite. Oui. Sur un ring, on m'annonce d'ailleurs en régie qu'il n'y a pas de vainqueur puisque vous êtes à égalité. Vous serez d'accord, lors d'un combat comme celui-ci, c'est quand même la vente directe qui en sort gagnante. Mais bien entendu. Quelles sont vos impressions? C'est évident. Le combat n'a pas été trop âpre, pas trop dur? Non. Non. Vous reviendrez sur le ring? Mais, en fait, Mais mon impression, je voudrais quand même rajouter une petite chose. Alors, très On a rapidement. parlé d'auto-entrepreneurs et du VDI. Je pense qu'à terme, il faudrait, vis-à-vis des pouvoirs publics, essayer de trouver quelque chose qui puisse se fondre dans les deux. Et je crois que c'est important, parce que à terme, l'auto-entrepreneur va se développer. Est-ce que c'est pas au risque de la pérennité du VDI? Eh ben, ça sera peut-être le thème d'une prochaine Voilà. émission, Michel Bielikov. Tout à fait. Vous reviendrez sur le ring? c'est clair. Avec plaisir. Eh ben, très bien, vous revenez quand vous voulez. Quant à vous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle thématique pour ce ring, avec de nouveaux invités et puis sûrement un superbe combat en perspective. À bientôt.